Effectivement, moi j'ai le plaisir ce soir de vous présenter Alain Juillet. On est très très heureux de vous recevoir sur cette chaîne. Alors je vais passer quelques minutes à vous présenter Alain parce que vous avez un parcours hors norme et c'est vrai que voilà, ça demande un petit peu de temps et c'est en même temps passionnant de voir tout ce que vous avez pu vivre et faire. D'ailleurs, voilà, pour ceux qui souhaiteraient encore plus d'informations, il y a une vidéo YouTube qui reprend votre biographie. Elle dure au moins 5 minutes. Donc voilà, je ne prétends pas tout dire, mais j'espère dresser l'essentiel. Donc effectivement, alors vous en parlez souvent, c'est vrai que vous avez une famille aussi qui s'est intéressée quelque part au même sujet que vous, puisque vous êtes le fils de Jacques Juillet, qui était préfet, et vous êtes le neveu de Pierre Juillet, proche conseiller de Pompidou, et qui a été notamment le mentor de Jacques Chirac. Vos études, vous avez fait des études de droit puis de lettres. Ensuite, effectivement, vous avez été diplômé de HEC puis de l'université de Stanford. Ensuite, vous êtes orienté vers les hautes études de défense nationale puis l'Institut des hautes études de sécurité. Et donc ça, c'était avant votre engagement dans l'armée. Vous êtes devenu officier, alors notamment chez les parachutistes, si j'ai bien compris, pendant au moins 5 ans. Pendant 5 ans, et c'est en 1967 que vous avez rejoint la vie civile et notamment le groupe Pernod Ricard, puisque vous y avez dirigé les filiales étrangères et vous avez permis au groupe de se développer. Et c'est vrai que dès lors, voilà, vous êtes aussi beaucoup spécialisé sur le redressement d'entreprise. Voilà, on vous entend aussi souvent vous exprimer sur cette question de la gestion de crise des entreprises. Visiblement, ça vous a tout à fait passionné. Et donc, vous êtes aussi investi dans d'autres entreprises comme Suchard et vous avez été également le PDG, par exemple, de Marks & Spencer en France. Et alors, ce qui est très intéressant et qui concourt à la saveur de votre parcours et à son originalité, c'est que de manière parallèle, notamment de 82 à 85, eh bien, vous avez été dans les services de renseignement. Et c'est plusieurs décennies plus tard, finalement, qu'on vous découvre effectivement en 2002 au poste de directeur du renseignement de la DGSE. En 2003, vous devenez haut chargé de l'intelligence économique au secrétariat général de la Défense nationale. Et puis, en 2016, président de l'Académie de l'intelligence économique. Et alors, c'est assez amusant puisque en 2020, c'est vrai qu'il y a eu un documentaire aussi dans lequel vous apparaissez et qui a beaucoup fait parler, que je pense ici, on a été nombreux à voir, qui est notamment OVNI, une affaire d'État. Et c'est vrai que vous intervenez dans ce documentaire et c'est vraiment très intéressant parce que finalement, vous êtes une des rares personnes publiques et si on peut dire avec un aussi beau parcours, aussi haut pédigré, qui prenait voilà, de manière tout à fait affirmative la question des ovnis. Donc, on va voir effectivement ensemble tous les thèmes qu'on va aborder ce soir. C'est vrai qu'on a choisi un thème qui est celui, sans doute, de découvrir avec vous qu'est-ce qui est caché. C'est un petit peu l'angle qu'on a choisi. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui se déroule aussi dans les coulisses de la machine étatique en France, mais aussi plus généralement d'un point de vue mondial. Donc, si vous en êtes d'accord ce soir, Alain, les thèmes qu'on va aborder, on va avoir plusieurs questions qui sont plutôt des questions géopolitiques. On va parler des différents types de tensions qu'il peut y avoir dans le monde, notamment, bon, pourquoi pas le Liban, le Mali. On va parler aussi, bien sûr, des États-Unis, de la Chine, de la Russie. Et ça, c'est avant qu'on ouvre justement ce grand tiroir, cet autre sujet des ovnis qui, à mon avis, va nous prendre pas mal de temps parce qu'il y a des passionnés ici voilà, de la question des ovnis et ça, c'est un point qu'on aborde régulièrement. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, notamment la semaine dernière, d'en parler aussi avec Philippe Guillemant. Je crois d'ailleurs que vous vous intéressez pas mal à ses écrits. Donc voilà, ça va nous intéresser énormément. Et puis quand même, je vous poserai aussi la question de votre vision. Quelle est votre vision sur ce monde de demain? Voilà, comment vous le percevez? Comment vous voyez les choses évoluer? Et puis, on terminera sans doute sur un point, parce que finalement, c'est vrai qu'on ne vous entend pas souvent vous exprimer sur cette question de la spiritualité. Voilà, quelle est votre vision de la spiritualité? Ça, c'est aussi quelque chose qui nous importe, puisque vous l'avez noté, voilà, Vertical Project, forcément, on parle de cette question de la verticalité. Et juste avant de poursuivre, alors voilà, j'aimerais
partager avec ceux qui nous écoutent cette anecdote. C'est vrai que quand on vous a rencontré avec mon mari Sébastien, on a été très touchés par la personne que vous étiez, c'est-à-dire par votre gentillesse et votre générosité, parce que c'est vrai que voilà, on s'imagine que quelqu'un qui a un aussi brillant parcours, bah, on se dit peut-être il va pas bien passer les portes, il va avoir un melon comme ça. Et il y en a c'est beaucoup vrai, qui et il sont y, comme y en a ça, on en beaucoup. fréquente, Voilà, hein, c'est on en ça. connaît. Et donc c'est vrai que vous êtes vraiment à l'opposé de ça. Et quand on parle de spiritualité, moi il me semble aussi qu'on parle aussi de l'être au monde et de l'être avec les autres. Et je crois que voilà, il y a quelque chose qui est très fort chez vous. Et c'est ça aussi qui nous a beaucoup touchés. Et c'est pour ça qu'on a eu aussi envie de vous interviewer. Voilà, donc maintenant j'ai beaucoup parlé. On va vous laisser la parole. Alain, on va peut-être commencer par ces questions de géopolitique. Et Oui, volontiers. D'abord, je voudrais vous dire, je vous remercie d'abord de m'avoir invité parce que c'est très sympathique. Euh, bon, sur ma carrière, effectivement, elle est un peu éclectique, hein. J'ai fait beaucoup de choses et j'en ai fait même encore beaucoup plus que Oui. ce qui a été dit. Mais parce que, et je pense qu'on le verra dans le cadre de cette interview, euh, je pense qu'il faut d'abord être curieux. C'est-à-dire que je pense qu'on est sur Terre pour apprendre, mais aussi pour vivre des expériences parce que c'est toujours, et à condition de savoir en tirer parti, de s'enrichir par rapport aux expériences qu'on vit. Et j'ai eu la chance d'avoir une vie qui m'a permis d'avoir beaucoup d'expériences et de faire beaucoup de choses. Et puis, le deuxième point, c'est que je crois, je pense qu'il faut, dans, et là, je vais aller sur, avant, c'est un peu un préalable, si vous voulez, à ce qu'on va dire sur la géopolitique. Moi, je me passionne pour la géopolitique, ça semble normal, comme vous l'avez dit, par ma famille, par ce que j'ai fait, euh, par tout ce que j'ai pu travailler aussi dessus. Mais mon souci dans la géopolitique, si vous voulez, c'est d'essayer d'avoir, et ça c'est l'homme de renseignement qui parle, c'est d'essayer d'avoir la vision la plus froide et la plus objective possible. Parce que ce qui est terrible en géopolitique, c'est que, et dans le renseignement d'ailleurs, ça a les conséquences catastrophiques, c'est quand on veut absolument tordre la réalité pour la faire pencher d'un côté. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde dans lequel les blocs font pencher la réalité d'un côté, du leur bien sûr, au détriment de la vraie réalité. Alors, pour comprendre, il faut aller beaucoup plus loin. Pour comprendre, il faut aller dans la réalité, il faut être neutre. Et c'est pas facile d'être neutre, de regarder les choses un peu comme l'entomologiste voit un insecte, de le voir et de ne pas tomber dans le piège de prendre parti. Celui qui prend parti, c'est le politique, c'est le stratège, celui qui décide. Mais celui qui analyse, il ne doit pas prendre parti. Et on va parler en géopolitique, on va voir. Si on prend parti, évidemment, on a toujours une idée qui est différente de la réalité. Alors ça peut, dans certains cas, être bon, mais dans la plupart des cas, c'est désastreux. C'était juste un préalable que je voulais dire, si vous voulez, pour m'expliquer. bonsoir Alain et merci pour Bonsoir. cette précision. On va donc essayer de balayer les thèmes géopolitiques au Oui, prisme de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire essayer de s'en tenir à la distinction de Max Weber entre le savant et le politique. On n'est pas là pour faire de la politique ou suivre exactement. la propagande ou le constructivisme des uns et des autres, des grandes puissances, mais on va essayer d'analyser froidement ces grandes puissances. On va essayer, voilà, comme le disait Karl Popper, d'essayer de ne pas faire partie de l'observation, mais d'observer ce qui se passe. Alors, le Exactement. but, c'est d'essayer d'aborder, on va dire, quelques points chauds, quelques foyers chauds de la géopolitique, hein, d'essayer d'aller au-delà des lapalissades qu'on peut lire les uns et les autres. Probablement que quand on lit la presse française, notamment, il y a des manipulations. Je pense que vous le savez très bien, il y a des agences de lobbying, il y a des agences de relations publiques qui défendent les points de vue des uns et des autres. Et aujourd'hui, ce qu'on voudrait avoir, c'est le témoignage et l'analyse d'un acteur engagé avec la richesse de son expérience. On va commencer avec une région peut-être dont on a parlé à nouveau récemment à cause d'Israël et la Palestine, qui est le Proche-Orient et le Moyen-Orient au sens large. Peut-être rapidement votre avis sur le regain de tension en Israël et est-ce qu'il y a une résolution politique avec la nouvelle coalition qui est en place. Et puis j'aimerais aussi qu'on parle dans la région, parce que là ça rejoint un peu plus la France, le Liban et la stratégie française au Liban, la stratégie d'Emmanuel Macron, à laquelle de l'extérieur, peu de gens comprennent grand-chose à l'heure actuelle. D'accord. D'abord sur le Moyen-Orient, si vous voulez, c'est vrai on est actuellement à un tournant au Moyen-Orient, mais ce tournant, il faut bien le comprendre, il vient depuis un certain temps. Euh,
la clé de la compréhension, je pense, il y a plusieurs clés. Mais la première clé de compréhension, c'est qu'avec le gaz et le pétrole de schiste, les Américains sont devenus autosuffisants. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est fondamental. Parce que pendant plus de 50 ans, hein, ils ont, depuis les accords qu'ils avaient passés avec le roi, avec Ibn Saoud, hein, les Américains ont considéré le Moyen-Orient comme leur réservoir pétrolier. Alors, ils avaient le Venezuela à côté, mais le deuxième, compte tenu des problèmes aussi au Venezuela, le deuxième grand champ pétrolier, c'était le Moyen-Orient. Alors, l'Arabie saoudite, quand à un moment, ils ont eu peur de perdre l'Arabie saoudite, ils ont envahi l'Irak pour récupérer les puits de pétrole en Irak. Il y a toujours eu, il y a toujours, et aujourd'hui, ils sont en Syrie, on ne le dit pas assez, hein, ils sont en Syrie, ils sont restés en Syrie uniquement aux côtés des puits de pétrole qu'ils exploitent pour les compagnies américaines. Donc, il faut le savoir. Donc, si vous voulez, on voit bien, mais derrière tout ça, les Américains savent que, n'ayant plus besoin du Moyen-Orient, puisqu'ils sont autosuffisants en pétrole et en gaz, hein, le problème pour eux, c'est comment sortir du Moyen-Orient sans que leur allié, si je peux dire, parce que c'est leur allié, mais auquel ils tiennent beaucoup, c'est Israël, sans qu'Israël ait des problèmes avec les autres. C'est ça la clé. Donc, qu'est-ce qu'a fait? Et ils sont tous logiques, hein. Trump a lancé le truc et derrière, Biden continue, parce que là-dessus, ils sont tous d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Trump a négocié ce qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est-à-dire, en définitive, et c'est énorme, ce sont des accords qui font que Israël fait la paix. Ils avaient déjà la paix avec l'Égypte, hein, et avec la Jordanie, mais là, ça va beaucoup plus loin. On signe avec les Émirats arabes unis, excusez-moi du peu, on se met d'accord avec l'Arabie saoudite. On sait qu'ils sont d'accord, simplement, Mohamed Ben Salman ne peut pas l'annoncer tout de suite parce qu'il est le gardien des lieux saints et il faut d'abord qu'il trouve une solution pour Jérusalem. Et là, on revient à ce qui vient de se passer, hein. Il faut trouver une solution sur Jérusalem pour compenser, pour qu'il puisse expliquer qu'il passe un accord avec Israël, parce qu'avec Israël, il s'est mis d'accord sur la gestion future de la zone du temple à Jérusalem. C'est la clé. Mais sinon, l'accord est fait. Bon, le seul pays aujourd'hui avec lequel ils ne sont pas d'accord de cette partie-là, hein, c'est le Qatar. Pourquoi? Parce que le Qatar, et on le sait bien, c'est les frères musulmans, hein, donc, et là, il y a une opposition entre tous les autres pays du sud de ce Moyen-Orient, donc Arabie et Émirats arabes unis. Ils sont opposés, on l'a vu récemment, ils sont opposés au Qatar parce qu'ils veulent que le Qatar arrête de soutenir les frères musulmans, parce que les frères musulmans essaient de déstabiliser tous les autres régimes, hein. Or, le Qatar soutient les Palestiniens. Mais on va y arriver. Moi, je suis certain qu'on y arrivera. Alors, le seul point qui restait dans le coin, c'était l'Iran. Trump, à sa manière, a pensé qu'il négociait d'un côté cet accord général, dans lequel d'ailleurs le Maroc s'est rallié, entre parenthèses, et d'autres pays. Donc, c'est-à-dire que c'est un accord énorme, hein. L'accord d'Abraham est en train de révolutionner, de complètement changer les équilibres au Moyen-Orient. Et dans le même temps, Trump a mis une pression terrible sur l'Iran, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il a mis une pression beaucoup plus forte qu'Obama. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire plier l'Iran pour signer un accord avec l'Iran de collaboration dans le cadre des accords d'Abraham avec les autres. Or, si vous regardez bien, Mohamed bin Salman, qui est le plus grand représentant des pays proprement arabes, a eu des contacts, on le sait maintenant, a eu des contacts non seulement avec les Israéliens, hein, avec Benjamin Netanyahou, mais également il a eu des contacts avec les Iraniens. Donc en réalité, il se passe actuellement sous contrôle des Américains, parce que les Iraniens vont y venir. Les Iraniens sont en train d'obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la levée des sanctions. Et contre la levée des sanctions, il est évident qu'ils arrêteront de développer la partie nucléaire, parce que ça va de mettre à un niveau militaire leur partie nucléaire pour ne garder que la partie civile, qui est l'électricité. Donc, on est aujourd'hui, c'est très, très intéressant, on est dans un environnement dans lequel tout est en train de se mettre en place pour que la paix règne dans cette zone. Et ça, c'est fondamental, si vous voulez. Et alors, j'ajouterais que le plus violent là-dedans était quand même Netanyahou, vous savez bien, hein.
Or, vous savez que depuis hier soir, Netanyahou ne sera plus Premier ministre, c'est fini. Hein. Ça y est, le nouveau Premier ministre a été désigné. Or, lui, certes, c'est un homme de droite marqué, mais il a fait un gouvernement d'union qui va jusqu'aux Arabes, puisqu'il va y avoir pour la première fois en Israël le représentant dans le gouvernement des ministres arabes. Donc, on voit bien que tout est en train de se mettre en place. Alors, j'arrive derrière au Liban, puisque c'était la deuxième partie de la question. Quand on voit que nous, on a été au Liban pour redresser, pour dire il faut changer tout au Liban, ça veut dire qu'on est passé complètement à côté de ce qui était en train de se passer au Moyen-Orient. C'est-à-dire que notre initiative, là-bas au Liban, celle d'Emmanuel Macron, elle était décorrélée de ce grand jeu des grandes puissances. Bien entendu, totalement décorrélée. La preuve, c'est que les Libanais qui ont eu de la part du président de la République donc un certain nombre de menaces, en leur disant, si vous allez voir, on va vous secouer, si vous n'acceptez pas ce qu'on vous dit, vous serez punis et tout. Bon, en réalité, quelle a été la réponse? La réponse a été de dire, on ne peut pas évoluer parce que pour le moment, on est en train de négocier les limites des eaux territoriales avec les Israéliens. Et c'est vrai qu'ils étaient en train de discuter avec les Israéliens sur les eaux territoriales parce qu'il y a un gisement énorme de gaz, comme vous savez, au large entre Chypre, l'Égypte, Israël et bon. C'est le gisement Léviathan, pour ceux qui veulent regarder le gisement Léviathan. Et que, évidemment, chacun en veut un morceau. Donc, Israël en veut un morceau, mais les autres en veulent aussi des morceaux. Donc, si vous voulez, il y a une discussion actuellement très, très, très importante avec tout le monde dans ce domaine, et en particulier entre Israël et le Liban, puisqu'ils sont directement concernés. Donc, vous voyez, donc nous, on est arrivé, et on peut, moi, je ne vous cache pas que, au-delà du fait de dire les Libanais vivent une crise majeure, ce qui est indiscutable, tout va mal chez eux au point de vue économique et leurs dirigeants ne prennent pas de décision, mais enfin, ce n'est pas le seul pays au monde où les dirigeants ne prennent pas de décision. Le résultat, c'est de toute manière, c'est qu'on voit vraiment pas ce qu'on est allé chercher là-bas, à part de prendre des coups sur la tête. Merci pour cette honnêteté, Alain. Parlons maintenant un petit peu des États-Unis en relation avec les autres grandes puissances, Chine et Russie. De manière récurrente, on entend cette thèse qui revient sur le déclin des États-Unis. C'est peut-être un peu le déclin de l'Occident, un peu comme le disait Spengler. Quand j'étais déjà adolescent dans l'obsession anti-américaine, Jean-François Revel nous disait que cette thèse, elle révélait plus sur celui qui émettait l'idée que sur vraiment les États-Unis. Ça a été repris par Emmanuel Todd. Aujourd'hui, avec la montée en puissance qui est inéluctable, bien évidemment admise par tous de la Chine, on revient à nouveau cette thèse. On a aussi certains qui remettent au goût du jour ce qu'on a appelé le piège de Thucydide, c'est-à-dire la possibilité d'un conflit direct entre la grande puissance et la nouvelle puissance montante, sur le modèle de Sparte et Athènes. C'est quelque chose, c'est un thème qui passionne les gens, passionne les foules, pas qu'en France, mais bien de par le monde. Il suffit de voir des vidéos YouTube sur ce sujet. Quelle est votre vision du jeu des grandes puissances à l'heure actuelle entre les États-Unis et la Chine, mais aussi la Russie qui est un petit peu derrière au niveau économique, mais qui a su faire preuve, je dirais, d'avancer sur le point de vue militaire. Et par ailleurs, en comparant ces différents pays, bon, bien évidemment, on pourrait parler de l'économie, faire l'intelligence économique, mais où en sommes-nous du développement de nouvelles armes, des armes secrètes qui pourraient changer l'équilibre entre les puissances? On sait que les Américains, les Français parlent beaucoup, se sont inquiétés des missiles hypervéloces russes, par exemple. Quel est l'état de ces menaces et où se situent les États-Unis? Est-ce qu'il y a toujours une avance technologique des États-Unis ou est-ce qu'il y a un rattrapage? Alors, pour la première question, il y a beaucoup de questions là-dedans. Oui. Alors, la première question sur les États-Unis et la Chine. Il faut comprendre, il y a un document qui est toujours très intéressant, même s'il faut s'en méfier, je précise, parce qu'en général, les gens ne s'en méfient pas assez. C'est le rapport qu'on appelle en France le rapport de la CIA, qui est le rapport qui sort tous les 3 ans du National Intelligence Council américain. Donc, c'est l'organisme, le think tank, si vous voulez, des services de renseignement américains, et dans lequel ils analysent le monde. Dans le dernier qui vient de sortir. Alors, je dis faire attention parce qu'évidemment, leur vision est biaisée, si vous voulez, parce que le but final est quand même de démontrer que l'Amérique sera toujours la première puissance mondiale.
Voilà, donc Oui, je dirais un autre aspect aussi, Alain, pour bien connaître les États-Unis, ces rapports, et on en parlera peut-être aussi à l'occasion des OVNI, attention, c'est souvent pour justifier des demandes de budget ou pour défendre aussi non, leur budget. Donc, ils ça, s'inventent parfois des menaces. je suis bien d'accord, mais je comptais en reparler pour les armes. Alors, oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne donc qu'est-ce qu'ils disent? Il y a une chose qu'ils ne peuvent pas nier, c'est que la Chine est en train de devenir, étape par étape, la première puissance mondiale. Et là-dessus, il n'y a plus le moindre doute. Si vous voulez. Et la crise du Covid a encore amplifié le système parce qu'ils font une sortie de crise qui est bien meilleure que tous les autres. Donc, indiscutablement, de ce côté-là, la Chine est partie pour être la première puissance mondiale. Alors, est-ce qu'elle le sera en 2049, comme le disait Xi Jinping il y a 3 ans? Est-ce qu'elle le sera avant, quand on fait les calculs de projection? Difficile de savoir, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est déjà elle est déjà dans un certain nombre de domaines la première, et on peut dire que chaque fois, tous les 2 ou 3 ans, elle franchit encore une étape, elle devient la première. Regardez les banques, par exemple, personne n'en parle, on parle toujours du capitalisme mondial américain, mais dans les 5 premières banques mondiales, il y a 4 banques chinoises. Vous voyez? Donc déjà, vous voyez, donc ça veut dire que dans ce monde-là, qui est pourtant celui auquel nous sommes convaincus que les anglo-saxons sont les meilleurs, eh ben, ils sont quand même très forts, les autres, hein. Et ça, il y a plein de conséquences derrière, bien entendu. Alors, comme vous l'avez dit, le problème, je crois que le piège de Thucydide, il est réel. Il est réel, il existe depuis déjà quelques années, depuis le moment où les Américains se sont rendus compte que la Chine allait devenir la première puissance mondiale et qu'ils se sont dit comment faire pour rester les chefs. Alors, ils veulent rester les chefs par la défense, en surinvestissant, mais déjà, ils surinvestissaient avant dans le domaine militaire. Ils seront toujours la première puissance militaire mondiale, il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a qu'à voir les budgets. Aujourd'hui, les Chinois sont à 230 milliards de dollars. Trip. Le budget, c'est déjà pas mal, hein, mais les Américains, ils sont à 715. Donc, si vous voulez, en gros, hein, un peu moins de 3 fois plus. Bon, donc 3 fois plus même. Donc, vous voyez, alors la Russie, je vous compare, la Russie, 60 milliards, 12 fois moins. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un pays qui investit 12 fois moins que l'autre a une chance de gagner la guerre? La réponse est non. Donc, il n'a aucun intérêt à faire la guerre. Vous voyez, ça, c'est des choses mathématiques, si vous voulez. Il faut être sérieux, hein. Ou alors, ils sont totalement suicidaires. Or, les Russes ne sont pas suicidaires. Mais pour revenir aux Chinois, le problème, c'est le piège de Thucydide. Le problème, c'est qu'ils voient les Chinois, les Américains voient les Chinois monter régulièrement. Donc, jusqu'à quel moment ils pourront faire la guerre aux Chinois avec une chance de la gagner? C'est ça la vraie question. Peut-être pour Et notre audience, Alain, rappeler ce qu'est le piège de Thucydide. Donc, alors, c'était à le piège de l'époque la Thucydide, puissance montante de Sparte. voilà, la C'est de puissance retrouver. montante devient de plus en plus inquiétante, de plus en plus puissante, si vous voulez, et la puissance dominante se dit, il faut que j'écrase la puissance émergente avant qu'elle puisse prendre ma place. Et ça s'est passé donc dans Et le monde antique avec Sparte et Athènes. ah oui, bah, dans le monde antique, mais ça se passe régulièrement d'une certaine manière, si vous voulez. Mais il y a plusieurs cas, enfin, il y a un certain nombre de cas dans l'histoire. Donc là, le problème des Chinois, eux, c'est de se dire, il faut qu'on monte en puissance, mais sans nous brouiller totalement avec les Américains pour éviter la guerre, évidemment, jusqu'au moment où les Américains sauront que s'ils font la guerre, ils vont la perdre, ou alors qu'elle sera tellement coûteuse qu'ils ne s'en sortiront pas. Et donc, c'est ça. Donc, et du côté américain, c'est dire, bon, avec la puissance que nous avons aujourd'hui, si on fait la guerre, on peut la gagner, on va la gagner. À quel moment les puissances respectives des deux parties feront qu'il y aura l'équilibre et à ce moment-là, on ne peut plus faire la guerre parce qu'on risque de la perdre. Et si vous regardez, c'est toujours intéressant de voir les déclarations. Il y a 2 ans de ça, il y a 1 an de ça, Trump, 1 an et demi, Trump a posé la question à son état-major suite aux menaces de guerre avec l'Iran, et de certains voulaient faire la guerre à l'Iran, et Trump a dit, mais si on faisait une guerre, alors répondez-moi, si on fait une guerre avec la Chine, est-ce qu'on la gagne?
Et la réponse a été, aujourd'hui, hein, la réponse a été, d'après ce qui est sorti, hein, parce qu'on ne sait pas tout, et c'est très secret, toutes ces histoires-là, mais la réponse qui est sortie, c'est, en gros, je vous résume, c'est de dire, on la gagnera, mais on aura des pertes colossales. Et là, évidemment, donc ça veut dire qu'ils sont déjà en train d'atteindre la limite du piège de Thucydide et qu'ils en sont conscients. Alors, là, à ce moment-là, on est dans une période où la guerre est possible, mais pour ça, il faut la vouloir. Le lobby américain, l'État profond, comme on dit, lobby militaro-industriel, bien sûr, lui, il la verrait bien parce que ça rapporte beaucoup d'argent, hein, mais on pense que le président Biden, lui, est quand même, c'est un vieux politicien, il est prudent. Il est prudent parce qu'il a vu les autres guerres menées par l'Amérique et il a vu qu'ils n'ont pas souvent gagné. Donc, si vous voulez, ça le freine. Et de l'autre côté, les Chinois n'ont aucun intérêt à faire la guerre parce que ça casserait leur dynamique. Certes, ils ne la perdraient peut-être pas, mais ça casserait leur dynamique. Alors qu'il suffit pour le moment de continuer cette dynamique pour arriver tranquillement à la première place. Donc oui, on est à un moment très intéressant. Et alors, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Moi, il y a les points de friction réels entre les deux parties, c'est la mer de Chine, où les Américains veulent pouvoir circuler le long des côtes chinoises, hein, le long des eaux non territoriales, je dirais, et alors que les autres ne veulent pas. Et c'est l'océan Arctique qui est aussi qui pourrait être un point chaud, parce qu'il y a de tels intérêts économiques qui vont se révéler avec la fonte des glaces que là, on pourrait avoir des problèmes puisque chacun des deux veut avoir une puissance dans cette zone. Mais a priori, quand on réfléchit, alors vous me direz, on ne sait jamais, mais a priori, c'est plutôt, moi je pense qu'on va plutôt vers une espèce d'équilibre, de tension permanente, hein, mais dans lesquels chacun essaiera de trouver des solutions qui le satisfassent. Bon, les Américains, en particulier avec toute la partie numérique, hein, où ils pensent, il n'y a qu'à lire le rapport, ils pensent qu'ils vont continuer à dominer le monde sur le plan numérique, à quoi les Chinois disent oui, mais comme nous sommes ceux qui investissons le plus en recherche et déposons le plus de brevets, dans quelques années, on les aura rattrapés. Donc on est bien dans cette période intermédiaire qui est un peu la période de tous les dangers, mais dans lesquels il ne faut pas être trop pessimiste, parce que a priori, pour le moment, personne ne peut clairement gagner quoi que ce soit. Alors, vous m'avez posé une troisième question, c'est la Russie, enfin, avant de passer aux armes, hein. Alors, sur la Russie, moi je ne cache pas, mais j'ai un grand regret. Là, je suis gaulliste, si on peut dire, hein. Moi, j'ai un grand regret, c'est que quand Poutine, en 2000-2002, a proposé à l'Europe de s'associer à l'Europe, bêtement, il n'y a pas d'autre terme, sous la pression allemande en particulier, et avec la pression bien sûr des pays de l'Est, mais ça on le comprend, puisque les anciens pays de l'Est, eux, ils avaient souffert du communisme, donc ils n'avaient aucune envie de faire quelque chose avec Poutine, qui était le représentant du pays détesté. Mais à cette époque, si on avait fait une union avec Poutine, on n'en serait pas là aujourd'hui. L'Europe serait la première puissance du monde, puisque Poutine nous aurait amené les énergies que nous n'avons pas, hein. Nous, on avait le marché commercial, on a les capacités de recherche, nous sommes la zone du monde qui était encore actuellement la plus créative, hein. D'ailleurs, tout le monde vient faire son marché chez nous, hein. Donc oui, il y avait à ce moment-là une vraie possibilité, alors qu'en refusant et en aggravant la situation avec les différentes actions qui ont été menées derrière, on a poussé la Russie dans les bras de la Chine, dont elle ne voulait pas et dont elle se méfie, parce qu'il faut bien être conscient que les Russes ont peur des Chinois, parce qu'ils savent très bien que s'ils tombent sous contrôle chinois, c'est catastrophique. Et ça commence. Si vous regardez la Sibérie aujourd'hui, la Sibérie, il y a plus de migrants chinois qui rentrent en Sibérie que nous à travers toute la Méditerranée. Pourquoi? Parce que la Sibérie est devenue, avec le réchauffement climatique, un pays extrêmement difficile à vivre. Il n'y a pas que le froid, hein. Il y a les moustiques, il y a le gaz méthane, enfin, c'est une horreur, hein. Il faut vraiment être un aventurier pour y vivre ou quelqu'un qui n'a pas de moyens et qui dit: «Je vais enfin gagner ma vie». Et qui va actuellement travailler là-bas? Les Chinois.
les Chinois sont en train progressivement d'envahir la Sibérie, et jusqu'au moment où ils seront tellement nombreux qu'ils diront, mais on réclame l'autonomie et se rattacher à la Chine directement. Et là, la Russie sera morte. Donc on comprend que les Russes aient peur. Et nous, il faut bien dire qu'on a, sous la pression américaine, on a toujours refusé toute alliance avec les Russes. Et j'ajouterais qu'on n'a pas voulu voir, en refusant ça, on n'a pas voulu voir non plus que pour les Américains, et puisque vous connaissez bien les Américains, vous le savez, les Américains sont messianiques et pour eux, ils ont besoin d'un ennemi. Et quand il n'y en a pas, on le crée. L'Amérique a besoin d'un ennemi pour exister, parce que c'est l'empire du bien, il lui faut en face l'empire du mal. Donc la Russie a joué le rôle de l'empire du mal, je n'ai pas dit l'Union soviétique, hein. La Russie a joué le rôle de l'empire du mal, hein, au niveau des Américains, qui ont, dans certains cas, moi je le dis haut et fort, ont manipulé l'opinion. Je ne suis pas en train de vous dire que Poutine est une pure merveille de démocratie, ce n'est pas ça du tout, hein. Mais entre parenthèses, entre Poutine et Kagame, je préfère Poutine. Mais enfin, ça c'est un détail. Mais pour revenir sur ce que je vous disais, hein, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans cette affaire, les Russes ont été opposés aux Américains parce que les Américains voulaient créer un ennemi pour fédérer tout le monde autour d'eux et trouver une justification. Bon, maintenant, depuis Trump, qui lui a été très gêné parce qu'il y avait les Russes, mais il y avait aussi les Chinois. Il voulait absolument, lui, attaquer les Chinois. Il avait compris que le plus gros client, c'était les Chinois. Et bien maintenant, ce qu'on assiste, c'est que Biden est en train de basculer vers la Chine aussi. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'avant la fin, et vous verrez avec les rencontres entre Biden et Poutine, ça ne m'étonnerait pas que Biden, après ce qu'il a dit au départ, lève la pression sur Poutine pour mettre le cap à 100% sur la Chine, parce que c'est l'ennemi véritable. Là, c'est pas un ennemi conjoncturel, c'est un ennemi véritable. C'est très intéressant, Alain, ce que vous soulevez effectivement sur cette mythologie du héros et de l'anti-héros, et en tout cas voilà, de la dimension héroïque et de la nécessité d'avoir un ennemi. Il y a quelqu'un dans le chat, alors je me permets de poser de suite la question, je voulais la poser après, mais puisque quelqu'un fait cette intervention-là, c'est vrai que je me posais la question, moi, de savoir pourquoi finalement sur cette question OVNI, il y a finalement que les États-Unis qui en ce moment, hein, c'est vrai qu'alors en France on n'en parle pas du tout, mais aux États-Unis, on voit bien ces dernières semaines, ça bouge beaucoup. Et voilà, il y a quelqu'un qui émet cette hypothèse, qui dit finalement, peut-être que la menace OVNI devient le nouvel ennemi pour les États-Unis parce que… Alors, c'est une bonne question. Je ne pense pas encore, mais on pourra en parler parce que effectivement, on voit bien monter en puissance actuellement aux États-Unis toute une série d'informations sortent, d'images, de commentaires qui montrent bien que les Américains commencent à s'intéresser aux ovnis et que si effectivement, je suis d'accord, hein, ça peut devenir un ennemi, enfin un ennemi ou quelque chose qui mobilise les foules. Hein, parce qu'on y viendra après parce que ce n'est pas forcément un ennemi, ça peut être autre chose, mais qui va mobiliser les foules. Mais vous savez, il ne faut pas oublier, hein, l'Amérique, c'est le pays des westerns. Hein. Dans le western, il y a le bien et le mal. Le bien gagne toujours dans un western. Et le western, c'est la représentation de l'Amérique. Et le bien gagne toujours. Il ne peut que gagner parce que c'est un pays messianique. Par rapport, les Français, vous connaissez bien, mais les Français ne se rendent pas compte. Quand on commence, moi j'ai vu chez des gouverneurs américains des repas officiels, on commence par faire la prière. Vous imaginez en France, si chez les ministres, hein, ou dans un conseil général, on commençait par une prière? Ça paraît incroyable. Ouais. Sur la question… Et quand ils ont 20 ans, quand ils ont 20, ceux qui deviennent américains, ils jurent sur la Bible. Ils ne jugent pas sur la Constitution ou sur… Non, ils jugent sur la Bible, sur le livre sacré. Ça montre bien, on n'est pas du tout dans la logique française et européenne, enfin française surtout. Parce que pour finir sur cette question très intéressante donc, de la menace d'OVNI, oui, rappelez-vous à Hollywood, entre, je dirais, plusieurs décennies où l'ennemi c'était systématiquement le russe ou le soviète, et puis l'apparition un peu des islamistes, il y a eu une période où nous on était adolescents dans les années 90, c'est Independence Day, où comme il n'y avait plus d'ennemis, bien oui, absolument. C'était l'alien, c'était l'alien, mais l'alien,
Et c'était l'Amérique qui gagnait, bien entendu. C'était pas les Français, c'était pas… Non, non. C'était les Américains qui sont les meilleurs. Donc, on est toujours dans la même logique. Hein. Et c'est très intéressant, vous voyez. Et il y a une chose qui m'a intéressé à voir, vous avez peut-être vu, il y a un film qui est sorti c'est de propagande, un film chinois sur la marine chinoise, qui est sorti il y a 2 mois, 3 mois. Hein. Ça dure 1 minute, hein, mais où 2 minutes, mais on voit une marine chinoise qui est au top de la performance. Alors, elle est certainement pas, même si elle s'est améliorée considérablement, elle n'est pas encore arrivée à ce stade-là, mais ça m'a rappelé l'époque où il y avait les Russes et les Américains, les communistes, enfin l'Empire soviétique et l'Empire américain, et chacun nous balançait des films sur l'autre en disant attention, danger, et comme vous le dites très justement, ça permettait d'augmenter les budgets militaires. C'est clair. Seulement là, ça a tué les Russes parce que, comme vous le savez, quand Reagan a réussi à leur faire croire qu'il avait trouvé un système avec des petits satellites tueurs qui casseraient leurs missiles, les autres se sont ruinés à essayer de trouver la solution qui n'existait pas puisque les Américains avaient menti. Mais ça, c'était une formidable manipulation de l'information. Et alors justement, on l'évoquait, cette question des armes véloces et Voilà. notamment cette Alors, technologie qui appartiendrait aux Russes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'ils ont mis la main sur alors, quelque chose? Est-ce qu'ils l'ont vraiment développé? alors, il faut comprendre le problème. Et c'est d'ailleurs un problème que les Anglais sont en train de regarder et que nous, on aurait dû regarder depuis longtemps. Quand vous avez un budget de l'ordre de 60 milliards et que vous avez en face, à l'époque, vous avez les Américains qui font un budget de 600 milliards, 10 fois plus. Vous vous dites, parce que c'est ça, vous vous dites, le gros, il peut me tuer quand il veut. Il n'a qu'à appuyer sur le bouton, je suis mort. Oh non, il n'y a pas de piège de Thucydide là. Hein. Vu l'écart, il n'y a aucune chance. C'est clair. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Eh bien, vous faites ce que 2 colonels chinois ont écrit dans un livre formidable en 1999 qui s'appelait La guerre hors limite. Vous dites, puisque je ne peux pas faire face en frontal, ces gens-là, des fois plus moi, je ne peux pas le faire, il faut que je trouve des trucs qui les mettront en difficulté, mais que je vais trouver avec mes moyens. Et l'exemple qui était donné par les 2 colonels chinois, à l'époque, c'était de dire, la deuxième flotte américaine, elle a la puissance de feu de l'ensemble de tout ce qui a été tiré durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est absolument colossal. Elle patrouille devant la Chine. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos avions, nos bateaux, nos sous-marins? Rien. Un combat d'arrière-garde, de désespoir, mais c'est tout. Sauf si cette deuxième flotte, elle n'a plus de liaison. S'il n'y a plus moyen pour la deuxième flotte de communiquer entre les sous-marins, les avions, les porte-avions, les bateaux, bref, qu'il n'y a plus moyen de communiquer entre eux, cette 6e flotte, elle est à l'arrêt. Elle ne marche plus avec toute sa puissance. Et c'est ce qu'a expliqué. Et donc, les 2 colonels disaient, c'est la guerre hors limite, hein, ils disaient, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, les Chinois l'ont dit, mais ce sont les Russes qui l'ont appliqué. Et c'est ça qui est très intéressant. Les Russes, ils ont dit, par exemple, pour les avions, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on trouve un missile solaire qu'on ne sache pas arrêter. Et ils ont fait le S-400. Le S-400, aujourd'hui, personne ne sait l'arrêter. C'est pour ça que quand on met des S-400 quelque part, hein, eh bien, évidemment, personne, Américain compris, personne, ou Israélien, personne ne va y aller, puisqu'on sait que les avions vont se faire descendre. Vous voyez? Bon, les Russes ont inventé une torpille ultra rapide, la Gval, hein, qui est une torpille ultra rapide. Probablement, c'est celle qui a explosé dans le Kursk. C'est le sous-marin qui a coulé, qui a explosé et qui est resté au fond. Et les Russes n'ont pas voulu qu'on puisse aller les aider à sortir le sous-marin. Et les pauvres gens sont morts dedans. Probablement, c'est parce que c'était une torpille, la fameuse torpille ultra secrète. Alors pourquoi? Parce que cette torpille, elle va en gros entre 5 et 20 fois plus vite que les torpilles occidentales. Alors, vous vous rendez compte que ça peut donner, si on tire une torpille qui va de 5 fois plus vite ou 10 fois plus vite que la nôtre. Évidemment, ça veut dire que les bateaux ne sont pas équipés pour faire face à ce genre de choses. Et là, une torpille met en danger
un ensemble. Même chose pour le S-400 avec les avions. Et le troisième, ce sont les missiles hypersoniques. À partir du moment où vous avez des antimissiles, des systèmes antimissiles qui permettent d'arrêter les missiles, et on sait bien, et ça marche, hein, eh ben, la solution, bien sûr, c'est d'imaginer un missile qui soit beaucoup plus rapide, parce que là, on ne peut plus l'arrêter. Et là, c'est ce qu'ils ont inventé avec une technologie qui est très proche de celle des ovnis, entre parenthèses, hein. Ça, c'est pour vous, hein. Une technologie qui est très proche des ovnis, hein. Mais ce système fait qu'aujourd'hui, les Russes ont effectivement des missiles hypersoniques. Alors, les Chinois aussi. Les Chinois en ont aussi, probablement d'ailleurs, ils ont piqué ceux des Russes, enfin, ils ont travaillé avec eux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, les Américains ont été pris, comme pour les S-400 d'ailleurs, hein, et comme pour la torpille. Pour le moment, ils ne l'ont pas. Et donc, là, au point de vue militaire, si vous voulez, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre parce que ces trois outils russes, eh bien, les Américains, il faut absolument qu'ils trouvent la parade et qu'ils aient la même chose contre les Russes et contre les Chinois. Donc là, on est dans une période très intéressante. Ils vont trouver, hein, c'est une question de mois, hein, ils vont trouver les parades, mais on peut penser que les autres travaillent sur d'autres choses également. Donc le jeu du futur, si vous voulez, sur le plan militaire, ça va être d'avoir une arme de rupture, ce qu'on appelle une arme de rupture, c'est-à-dire une arme qu'on ne sait pas arrêter. C'est ça le jeu. Évidemment, celui qui a des armes de rupture, il a un avantage, je dirais, concurrentiel, pour parler comme les entreprises, hein, par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et donc, il est capable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est capable de gagner la guerre, bien sûr que non, parce que même s'il tire 10 torpilles, il y a encore des bateaux qui resteront debout, hein, et ainsi de suite, hein. Même s'il tire 1400, il y aura encore des avions. Donc, ça ne veut pas dire qu'il gagnera, mais les pertes causées à l'ennemi seront considérables. Et donc, ça rééquilibre la balance entre les pays. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, c'est Et très Alain, intéressant. quand vous dites que c'est une technologie extraterrestre, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous font dire ça? Alors, il y a quelqu'un qui pose la question dans le chat, je ne sais pas ce que c'est, qui pose la question de savoir si c'est une technologie MHD. Exactement, c'est ça, hein. La technologie, alors MHD, c'est magnéto-hydrodynamique, hein. C'est une technologie qui a été trouvée par des chercheurs, et en particulier par un Français, hein, il y a de ça 20 ans, 30 ans maintenant, hein. Il s'appelle Petit, avec quelques autres. Ils ont trouvé donc la MHD, et en France, comme toujours, on n'a pas écouté nos chercheurs, c'est classique, hein. Et par contre, elle a été reprise par les Russes, alors là, complètement, puisque la technique des missiles hypersoniques utilise ça. Alors pourquoi on utilise ça? Parce que le problème, si vous voulez, pour aller très très vite, c'est le problème de rentrer dans le lit, dans le solide, non pas dans l'environnement où vous êtes, et surtout d'éviter les traînées, hein, parce que c'est les traînées qui vous freinent. C'est comme un avion, hein, c'est la traînée qui freine l'avion. Donc et avec ces techniques-là, justement, on arrive à compenser, et donc on va beaucoup plus vite, hein. Si vous voulez, alors pour prendre l'exemple de la torpille, hein, la torpille, en réalité, c'est une torpille qu'on lance d'un sous-marin qui est dans l'eau, mais en réalité, elle n'est pas dans l'eau. Elle est dans le plasma. C'est-à-dire qu'on crée autour, c'est très compliqué, hein, on crée autour de la torpille un environnement un peu comme de l'air, si vous voulez, c'est du plasma. On crée un environnement autour de la torpille, ce qui fait qu'elle fonce, mais elle fonce non pas dans l'eau qui la ralentirait, elle fonce dans quelque chose qui n'est pas l'eau, qui est comme de l'air et autres, qui est du plasma. Et donc, à ce moment-là, elle peut atteindre une vitesse considérable, évidemment, parce qu'elle n'a plus le freinage de l'eau. Et ça, il n'y a qu'eux qui savent le faire pour le moment. Et ça, c'est de la MHD, c'est la technique MHD. Et alors, le lien avec les extraterrestres? C'est ce qu'on observe chez les ovnis. On a constaté que les fameuses soucoupes volantes, si vous voulez, quand on a regardé comment ça se passait, une des analyses qui a été faite, c'est de dire que si elles peuvent avoir ce comportement absolument incroyable, c'est parce que, en réalité, elles utilisent cette technique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'échange, hein, entre les extraterrestres et nous, mais ça veut dire que cette technique, elle est utilisée pour ces engins étonnants,
parce que c'est la seule explication qu'on a pour expliquer comment ça marche, pourquoi il n'y a pas le Big Bang quand ça passe à la vitesse du son, pourquoi ça accélère de 0 à des dizaines de milliers, à 10 000 ou plus kilomètres/heure, et ainsi de suite. Très bien, merci beaucoup pour cette précision, Alain. L'autre question qu'on meurt tous d'envie de vous poser, c'est que justement, vous, de par votre parcours, vous avez été l'homme de l'ombre pendant plusieurs années. Que c'est exactement l'État français sur cette question-là, justement, des ovnis? Est-ce qu'il y a déjà… Enfin… Alors, moi, j'ai quitté le service en 2002. Bon, après, j'étais dans l'intelligence économique, donc c'est quand même très proche, hein, c'est le renseignement économique. Mais ça fait 12 ans que je suis complètement en dehors. Donc, si vous voulez, je ne peux pas vous dire où ils en sont aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas que chez les Français d'ailleurs, il y avait aussi les autres. Ces problèmes d'OVNI étaient traités par l'armée de l'air. Pourquoi? Parce que c'était des engins qui venaient dans l'atmosphère et donc qui représentaient un danger pour les systèmes de défense, mais un danger dans l'atmosphère. Donc ça relevait de l'aviation, hein, de la sécurité aérienne. Donc, et c'est pour ça que, comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays, c'est l'armée de l'air qui se chargeait de traiter ces problèmes-là. Donc, si vous voulez, les services de renseignement, ça ne les intéressait pas. Bon, maintenant, par contre, c'est sûr que si des technologies nouvelles, des approches nouvelles, des informations sur ces nouveaux missiles ou ces nouvelles torpilles ou autres, ça, bien sûr que ça intéresse les services de renseignement. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que justement, on a souvent, enfin moi j'ai un vieux livre dans ma bibliothèque qui était à l'époque écrit par Jean-Jacques Velasco. Alors je ne sais pas s'il est si vieux que ça, mais en tous les cas, il était vraiment très intéressant puisqu'il faisait le lien entre justement la présence de phénomènes ovnis et puis une activité nucléaire. Oui. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Alors, je crois qu'il y a eu une époque où il a été dit, les observations, si vous voulez, qui ont été faites dans pas mal de pays dans le monde, hein, aux États-Unis, en France et ailleurs, montraient qu'en définitive, il y avait des apparitions d'OVNI au-dessus des centrales nucléaires, au-dessus des silos de missiles atomiques, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, toujours, il y avait effectivement une relation, semblait-il, entre le nucléaire et les ovnis. Bon, je crois qu'il faut être très prudent, parce que peut-être aussi que simplement on les voyait, on les a vus là, parce que là, il y avait des gens qui surveillaient en permanence tout ce qui était autour à cause des risques. Hein, il y a une surveillance permanente autour des centrales nucléaires, il y a une surveillance permanente autour des silos pour lancer des missiles, c'est évident. Hein. Donc là, vous avez des gens qui surveillent, qui enregistrent, qui regardent. Donc, on voit des choses. Dans plein d'autres endroits, on ne regarde pas. Donc, s'il y a des phénomènes, la plupart du temps, ils passent complètement inaperçus. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Peut-être, vous savez, moi, je suis pour il faut être précis. Peut-être qu'il s'intéresse au nucléaire, mais jusqu'à maintenant, on n'en sait rien du tout. Merci beaucoup, Alain. Je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite aussi vous poser quelques Oui, questions. Quelqu'un que vous connaissez, c'est Jean-Pierre Troadec, si je… Ah oui, bien sûr, oui. Bien, voilà. Bonjour. Bonsoir Alain, content de te recroiser sur les ondes de Vertical Project. Effectivement, j'avais quelques questions, certaines ont déjà été un peu abordées, mais est-ce qu'on peut dire que les services de renseignement français ont un intérêt, oui ou non, à s'intéresser au dossier des OVNI? Est-ce qu'on peut donner une réponse à ça? Il faut se souvenir comment marche un service. Hein. Un service de renseignement, ça n'a pas les moyens de faire en France en tout cas, de faire de la recherche tout azimut et de tout regarder. Donc, en définitive, on a ce qu'on appelle des plans de renseignement. C'est-à-dire qu'avec l'État, on définit les endroits, ce qu'il faut chercher, ce qui nous intéresse. Alors, si dans les recherches, par exemple, on met les armes hypervéloces, par exemple, ça veut dire qu'on va s'intéresser aux armes hypervéloces. On ne s'intéressera pas au reste, mais on s'intéressera à ça. Si à un moment donné, un président de la République disait
vous disait, il faut s'intéresser aux ovnis, alors à ce moment-là, on aurait effectivement, on aurait le service de renseignement qui se mobiliserait. Mais ils ont déjà tellement de choses à faire, tellement de choses à regarder, qu'il faudrait vraiment quelque chose qui soit très important et presque essentiel au niveau de la vision de la République, de l'intérêt de l'État, pour qu'il se mobilise. Alors, il va peut-être y avoir, d'ailleurs, on va voir, on ne sait pas du tout si le fameux rapport du Congrès américain qui doit sortir sur les ovnis dans quelques semaines, enfin, il est annoncé pour juin, mais ils disent qu'ils auront du retard. Si celui-là amène des données totalement nouvelles et qui interpellent tout le monde, peut-être qu'à ce moment-là, on va dire on va dire aux services de renseignement, vous êtes priés, vous aussi, de vous intéresser à la question. Mais moi, je peux assurer que pendant très longtemps, ce n'était vraiment pas le problème. Parce que certains ont émis l'hypothèse que derrière le sujet OVNI, l'enjeu majeur est celui de la technologie qui éventuellement peut être à la source de cette propulsion. On a parlé de la MHD avec les travaux de Jean-Paul Oui. Petit, mais est-ce qu'on peut imaginer que, alors l'armée peut-être, en dehors des services de renseignement, l'armée a peut-être un intérêt quand même à essayer de percer l'énigme de la propulsion qui serait derrière le sujet OVNI. Tu as raison. Alors, tout le monde aujourd'hui, le problème, alors si on prend le problème tel qu'on le constate ou qu'on le voit avec les derniers films et dernières informations qu'on a pu avoir, il est clair qu'on est face à des engins, on ne sait pas comment ils sont pilotés, ça on n'en sait rien, bon, qui sont capables de passer dans la seconde de 0 à 10 000 km/h, qui sont capables de faire des virages à 180 degrés à la même vitesse, ce qui est absolument impossible chez nous avec nos systèmes, c'est impossible. Bon, on sait aussi qu'il y a, alors on a quand même quelques informations, il y a des mesures qui ont été prises, et on sait que, par exemple, il y a un certain champ magnétique, dans certains cas, on a noté un champ magnétique, enfin, il y a un certain nombre de choses qui font penser tout le monde essaie de comprendre comment ces engins arrivent à se déplacer comme cela. Et pourquoi? Parce que, bien entendu, comme ça a été dit, c'est parce que si on pouvait trouver des clés de réponse, ça permettrait de l'appliquer à des systèmes militaires. C'est ce qui se passe avec les missiles, avec les missiles hypersoniques, l'hypervéloce. On a trouvé, grâce à la MHD, on a trouvé un truc qui permet d'accélérer ou d'aller beaucoup plus vite. Mais on n'a pas réglé tous les problèmes. Par exemple, le problème du moteur. Le problème du moteur, qu'est-ce qui fait marcher? Est-ce que c'est, comme certains le disent, l'antigravitation? Pourquoi pas? Mais ça peut être quantité d'autres choses. On n'en sait rien. À chaque fois, on essaie de comprendre, mais on a de grosses difficultés parce qu'on n'a pas les éléments. Mais tout le monde, tous les militaires du monde aimeraient comprendre, parce que celui qui pourrait avoir des engins fonctionnant comme ces ovnis aurait un avantage militaire majeur au niveau mondial. Et là, je pèse bien mes mots pour dire que on a à un moment, ceux qui n'y croient pas croient pas du tout, disaient mais non, c'est des drones ou qui viennent d'un autre pays. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que pour le moment, s'il y avait un pays dans lequel il y avait des drones qui étaient capables de faire ça, autant vous dire qu'au bout de 3-4 ans, on le saurait. Il n'y a pas de secret qui tienne longtemps actuellement dans le monde médiatique où nous sommes. Donc on aurait des bruits, on n'aurait pas bien sûr la photo ou l'information, mais on aurait des bruits, on dirait tiens, il y a un truc bizarre. Bon, on dirait ah ben c'est ça. Mais là, c'est pas le cas. Là, on sait pas. Tout à l'heure, tu parlais de l'armée de l'air en disant que l'armée de l'air, effectivement, sans doute, se penche sur le sujet, parce que si des objets se déplacent dans l'espace aérien, ça dépend de la défense nationale. Alors, est-ce que dans l'organigramme du renseignement français, il y a un lien direct entre l'état-major de l'armée de l'air et les services de renseignement, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs? Ah ben, il peut y en avoir, bien sûr, mais l'armée de l'air, elle travaille. Alors, sur les ovnis, il y a l'armée de l'air. L'armée de l'air, comme la gendarmerie aussi au sol, qui couvre le territoire, tous les éléments qui sont recueillis sont transmis alors, à une commission qui s'appelle Sigma 2, à l'association 3AF,
au GEPAN, qui est un organisme qui a été créé pour justement étudier tous les phénomènes d'OVNI qui existent en France, pour essayer de comprendre à chaque fois et classer les trucs en disant oui, ben ça c'est ça, ça c'est ça, ou ça on ne comprend pas, parce que c'est ça. Et l'armée de l'air, eh ben justement, elle fait transiter les informations vers, vers ces organismes. Pour le moment, personne n'a rien. On a des cas inexplicables, mais personne n'a été capable justement de trouver la clé. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'ailleurs, les gens se posent des questions. Les Américains, par exemple, ils n'ont pas comme nous le GEPAN pour étudier tous les cas. Donc, régulièrement, ils font des commissions, ils financent des commissions, le Congrès, le Sénat, lancent des commissions pour essayer de comprendre ce que c'est. Parce qu'eux aussi s'inquiètent. Parce qu'ils s'inquiètent, on le comprend, du point de vue des militaires, c'est si un autre pays est capable de faire ça, nous sommes en danger sur le plan des équilibres militaires. Rien que ça pose de sacrées questions. Il y a quelques années, la direction du renseignement militaire, la DRM, a publié un rapport tout à fait officiel sur les ovnis. C'était il y a une vingtaine d'années. Est-ce que c'est dans la culture en fait, des services de renseignement de publier de temps à autre quelque chose, ou est-ce qu'en France, on est plutôt sous une chape de plomb et même s'il y a des éléments d'information factuels, on ne les rendra pas publics? Quel est un peu on va dire, l'usage, la tradition? Oui, alors, le problème, là, c'est un autre problème, mais c'est valable chez nous, c'est valable aussi ailleurs. C'est que ces ovnis, en définitive, oser en parler, c'est risquer de se faire prendre pour un fou. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on a raconté beaucoup de choses. Alors, les petits hommes verts, la soucoupe, si vous voulez, vous savez, les Villeray et les autres, c'était super. Mais évidemment, ça enlève tout sérieux à cette affaire-là. Donc, beaucoup de gens ont été confrontés à ce type de problème, mais n'ont pas voulu parler. C'est particulièrement vrai chez les pilotes de chasse et les pilotes de ligne. Ils ne voulaient pas en parler parce qu'ils avaient peur des conséquences que ça aurait pour eux, pour leur carrière, en disant mais ce type est fou, ou ce type il a des visions par moment, donc il faut l'empêcher de voler. En gros, c'était ça. Donc, tous ces gens-là, eh bien, n'ont pas retransmis, et on le voit au niveau des États-Unis, on le voit au niveau français, on le voit partout. Qu'est-ce qui se passe depuis peu de temps? Et c'est là où ça devient intéressant, grâce aux Américains, il faut le dire. C'est que les Américains, ils ont libéré la parole et qu'ils ont dit, OK, ceux qui ont les pilotes en particulier, vous pouvez parler. Il vient d'avoir aux États-Unis, suite au film qui a été montré, où on voit 2 pilotes du Nimitz qui sont envoyés par le porte-avions pour suivre des ovnis, qui les verrouillent avec leur système de bord. Donc, et ensuite, on voit les ovnis évoluer, rentrer dans l'eau, enfin faire plein de choses. Ce film, par lui-même, est déjà étonnant. Mais les Américains, par exemple, alors que ça ne se fait jamais, les Américains ont autorisé les 2 pilotes, c'est une femme, il y a un commandant de bord, un commandant de la chasse américaine, de la Navy, qui est une femme, et il y avait son instructeur, qui était aussi avec elle, lui aussi un commandant ou un lieutenant-colonel. Donc, les 2 pilotes, ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des jeunes pilotes, c'est des super pilotes, super entraînés, c'est des tops, et les 2 qui ont suivi les ovnis, alors ils parlent maintenant, ils parlent et ils disent, on a vu un truc, on ne sait pas ce que c'est, c'était absolument incroyable, et ils expliquent. Donc là, on a donc libéré la parole, c'est-à-dire qu'on autorise des gens, on autorise les pilotes à parler. Avant, c'était évidemment impensable, parce que le gars qui parlait, il était viré pour fou, ou pour déséquilibre ou autre. Et c'était valable chez nous. On a des cas, nous, de pilotes très connus, très très connus, et même de très hauts gradés de l'armée de l'air, qui ont raconté en privé des choses qu'ils ont vues, des équipages entiers d'avions de transport. C'est pas un gars, plusieurs, tout un équipage. Ils ont raconté des choses absolument incroyables, mais jamais il y a eu un rapport officiel. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur en disant hey, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc c'est ça le fond du problème. Aujourd'hui, et la grande force aux États-Unis actuellement, c'est que les gens commencent à parler. Or, plus ils parlent, et plus on s'aperçoit que là, il y a un certain nombre de phénomènes
qu'on est incapable d'expliquer pour le moment. Donc, en fait, pour résumer ta pensée, on va dire que c'est un problème culturel en Oui. France qui bloque Oui. complètement la diffusion de l'information. Alors, ce que je Absolument. voudrais rajouter pour terminer, tu as parlé tout à l'heure de la commission Sigma 2. Effectivement, ça me paraît extrêmement important. Luc Dini, qui est le président de la commission, vient de publier un rapport 2001, un rapport d'avancement des travaux. Et en quelques lignes, à la fin de ce rapport, il reparle de l'hypothèse extraterrestre en disant que c'est une hypothèse qu'on ne peut pas éloigner, qu'elle reste donc dans le domaine des possibles. Et moi, je pense qu'actuellement, sur la situation française, le GEPAN continue, donc le GEPAN, département qui étudie les ovnis au sein du centre spatial, continue un peu à s'enfoncer dans une torpeur et ne fait fuiter aucune information, remonter aucune donnée. Et la commission Sigma 2, qui a un statut plus privé, on va dire, est en train de s'officialiser quelque part, puisque Sigma annonce qu'elle va coopérer de plus en plus avec le GEPAN, et Sigma, effectivement, ose avancer quelques hypothèses. Donc, je pense que c'est de ce côté-là qu'il va falloir regarder dans l'avenir. Et puis, sur le mois de juillet, voir ce que le fameux rapport américain, effectivement. Oui, voilà, tu as raison. Le problème, alors, il y a deux problèmes. D'abord, les Américains, on ne sait pas du tout ce que va dire le rapport. Le rapport, ça peut être comme aux États-Unis, ça peut être aussi bien de dire oui, il y a des phénomènes que nous ne comprenons pas. Donc, ils reconnaissent à ce moment-là qu'ils sont dépassés sur un certain nombre de choses. Soit ils vont expliquer tout en disant non, il n'y a rien. Ça m'étonnerait beaucoup parce qu'ils n'en seraient pas à reporter la publication parce qu'ils ne voient pas comment le représenter. Hein. Troisième hypothèse, c'est de dire on a étudié et on se pose on se pose des questions sur ce que ça pourrait être. Et voilà nos hypothèses. Alors là, les hypothèses, en définitive, t'en as deux principales, si tu veux. C'est effectivement des engins venus de mondes extérieurs, d'univers extérieur, d'autres, bon, avec tous les problèmes que ça pose. Il ne s'agit pas là de dire c'est fou, c'est démentiel, la science-fiction. Non, à ce moment-là, le problème, c'est s'ils y arrivent, c'est qu'il y a des technologies qu'on ne maîtrise pas. Et il faut peut-être y réfléchir. Et avec une Terre qui va être peuplée, il ne faut quand même pas l'oublier, de 11 milliards d'individus en 2100, on est à 7 milliards et demi. Regardez les problèmes qu'on a au niveau pollution et à tous les niveaux. Avec 11 milliards, on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, la solution de savoir s'il y a possibilité d'aller ailleurs, ça pourrait être, on ne sait jamais, ça pourrait être quelque chose. Mais il y a une deuxième possibilité, et celle-là, elle nous vient de la physique quantique, c'est est-ce que ce n'est pas simplement deux mondes parallèles, notre monde à nous, ce monde avec nos dimensions que nous percevons, et dans lequel il y aurait d'autres dimensions que nous ne percevons pas, et de temps en temps, il y aurait passage d'une dimension à une autre. Ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est très sérieux parce qu'actuellement, dans la physique quantique, c'est une des hypothèses de base. Alain, j'aurais une question. Moi, je voudrais savoir si avec ta science, tu pourrais peut-être nous éclairer sur ce point-là. Justement, puisque de plus en plus, on entend parler de cette idée selon laquelle, en fait, notre réalité serait multidimensionnelle. Et donc, du coup, le phénomène OVNI, on ne va pas parler d'extraterrestre. Quelqu'un disait… Oui, non, mais c'est autre chose. Parlons du phénomène OVNI. Aux États-Unis, ils parlent de Oui. UAP maintenant, de phénomène aérien non identifié. C'est ça. Voilà. Est-ce que si on se penche du côté de cette théorie multidimensionnelle, pour l'instant, dans nos observations des UAP, donc, on arrive à voir des films, on les voit sur des radars, mais est-ce qu'on a des cas où on les voit arriver dans notre espace aérien? Parce qu'aujourd'hui, on a des satellites. Est-ce qu'on a un exemple concret? Alors, nous, on a très peu de choses. On a très peu de choses. C'est là où, justement, les Américains nous intéressent beaucoup. Parce qu'ils ont des capacités, ils ont des capacités d'identification considérables dans tous les domaines. Et donc, est-ce qu'ils ont d'autres éléments que ceux qu'ils ont laissés fuiter, comme par exemple les films du Nimitz? Il est certain qu'ils ont d'autres éléments, mais justement, tout le monde attend ce qu'ils vont dire, parce que entre ce qui est classifié et qu'ils ne révéleront pas, bien entendu, et puis les grandes lignes, malgré tout, qu'ils donneront, il va falloir faire une analyse, une exégèse du texte pour voir ce que ça veut dire et ce qui est derrière, si vous voulez. Mais c'est vrai que pour le moment, nous, en tout cas, on n'a rien. On ne sait pas.
C'est pour ça qu'on se pose plein de questions, si vous voulez. On les voit C'est sûr, apparaître c'est ici, mais on ne les voit pas arriver de l'espace Ah non, non, non. suborbital. Voilà, on n'a pas de trace. La seule, je dirais, le seul événement bizarre qu'on ait connu, identifié et raconté dans le détail, c'est un météorite enfin pas un météorite, c'est tout, oui, une comète, enfin on ne sait pas comment on peut l'appeler, peu importe. Enfin bref, un morceau, une pièce, un morceau, qui est passé à grande distance de la Terre, dans notre système d'univers, et qu'on a appelé Wamama. Ouais, Pour tous, le livre peut-être d'Avi Loeb, Voilà. l'astrophysicien, Voilà. cette hypothèse. Voilà. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est Avilov, c'est un savant, c'est pas un gars qui écrit des livres de science-fiction, c'est un savant. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que pour résumer, c'est très simple. Il dit tout notre univers est géré par les lois de Kepler, les mouvements des planètes, tout est géré par les lois de Kepler. Et ça marche. Ça marche tellement bien que nous, quand on envoie quelqu'un dans la Lune, ou on envoie une fusée sur Mars, ou on envoie une fusée pour aller piquer sur un astéroïde les morceaux de poussière ou de roche et revenir, on utilise les lois de Kepler et ça marche. Donc, on est dans les lois de Kepler. Et là, il dit là, il y a cette pièce, cet astéroïde, si vous voulez, il est passé dans notre univers sans respecter les lois de Kepler. Et théoriquement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, lui en tire la conclusion, s'il n'applique pas les lois de Kepler et qu'il est passé chez nous, c'était un engin piloté. C'est le seul cas, aujourd'hui, sur lequel, là, il n'y a pas de doute, on a les mesures, on a tout, il n'y a pas de doute, effectivement, il ne respectait pas les lois de Kepler. Donc, alors après, est-ce que Avi Loeb a raison en disant c'est donc un engin piloté? Est-ce que c'est autre chose, à savoir que les lois de Kepler, elles ne sont pas totalement exactes, il y a peut-être autre chose qu'on peut trouver? Alors là, c'est là où on arrive à d'autres phénomènes. Sachant qu'Avi Loeb, il a aussi une autre théorie qui est de dire que ça serait un engin, enfin un artefact civilisationnel, pas Oui. forcément piloté, peut-être comme un engin à la dérive, une trace d'une civilisation. Oui, peut-être, oui, mais si vous voulez, mais toujours avec le fait que ça ne peut pas fonctionner selon nos lois. Ouais, ça ne peut pas être quelque chose de naturel selon les lois de la Voilà. physique que nous connaissons. Voilà, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, alors après, on peut dire oui, c'est piloté, c'est pas piloté, c'est un truc, peu importe. Mais au départ, c'est que c'est un comportement anormal. Voilà. Et on n'a pas d'explication, je précise tout de suite. Comment est-ce Attends, Jean-Pierre, il veut peut-être poser d'autres questions. Non, moi j'en avais terminé. Simplement, je voulais juste que Alain puisse nous dire un mot sur le fameux rapport Cometa qui est sorti en 1999, il y a déjà donc quelques années, qui lui-même était un peu la synthèse d'un autre rapport publié toujours par l'Institut des hautes études de défense nationale, institut qui est cher à Alain et qui m'est cher aussi, savoir si ce rapport Cometa, donc issu de hauts gradés de l'armée et du monde de la science, était toujours un rapport qui avait une validité 20 ans plus tard. Et qu'est-ce que tu en penses exactement? Ça a été le rapport Cometa. L'avantage du rapport Cometa, c'est que ça a été le premier rapport fait par un organisme indiscutable, l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, c'est pas loufoque, c'est très sérieux. Et donc le fait que des gens de cet institut qui font partie des élites sélectionnées dans ce domaine, qu'ils aient pu sortir un rapport là-dessus, ça a donné une crédibilité au problème qu'elle n'avait pas avant. Donc oui, on peut considérer qu'en France, la véritable crédibilité des ovnis ou des PAN, ou enfin, peu importe comment on les appelle, ou les tic-tac comme on appelle aux États-Unis, de toute manière, c'est la première fois où on a dit, attends, des gens sérieux te disent, hey, il y a quelque chose. Voilà. Alors, c'est une formidable avancée. Bon, aujourd'hui, on attend tous, enfin tout le monde attend avec beaucoup d'intérêt le rapport du Congrès américain parce qu'on espère qu'il va être au niveau des États-Unis, un peu comme a été le rapport Cometa en France, c'est-à-dire quelque chose qui va véritablement
donner une base sur laquelle tout le monde pourra travailler et réfléchir. Parce que les hypothèses sont multiples. Hein. On parlait tout à l'heure, quand on dit ça peut venir d'un autre monde, ça peut venir d'une autre dimension. À une époque, on disait non, c'est simplement la création de quelque chose qui est dans la tête des gens. Hein. Les témoins, en définitive, ils projettent quelque chose vers l'extérieur et c'est ça qui donne cette vision. Alors, après tout, à une époque, on disait c'est pourquoi pas. Mais on sait maintenant que ça ne marche pas, c'est quand vous avez les pilotes de la Navy, parce que là, c'est le porte-avions qui détecte par ses radars un truc, que les radars, bon, une fois détectés, on envoie les avions pour aller vérifier, que les avions se connectent sur les pièces, et que, bon, là, à ce moment-là, il n'y a plus de création intellectuelle, où la densité intellectuelle n'a pas créé un artefact ou un avatar. Ça, non, c'est autre chose. Donc, on est bel et bien dans un problème où on cherche. Très bien. Je te remercie, Alain. Au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci Jean-Pierre, merci Alain. Et moi, j'ai juste deux questions très rapides parce que je sais qu'on est un peu en retard au niveau du timing. Donc, j'avais une question qui évoque justement la géopolitique et les relations internationales sous le prisme OVNI. Est-ce qu'il est crédible d'envisager aujourd'hui que des États se soient mis d'accord pour imposer un embargo sur la vérité au sujet des OVNI? Est-ce qu'il y aurait une potentielle entente entre les États ou même mettre en place un rapport de force entre ces différents États? Voilà. Non, c'est peu probable, hein, parce que les tensions sont telles entre les différents pays, parce que les pays qui pourraient faire ça, c'est les grands pays, hein, donc c'est clair. Alors, on revient à la Chine, à la Russie, aux États-Unis, bon, ou des pays européens. Bon, mais les pays européens, on sait que non. C'est que ces pays-là se mettent d'accord pour garder un secret, là, ça me laisse douteux, parce que au contraire, la tendance serait plutôt de dire à l'autre est un méchant et moi je suis un gentil. Donc, Okay. bon, je crois que malheureusement, malheureusement, j'en sais rien, mais ça n'en prend pas le chemin. Non, je pense que tout le monde cherche. Alors, c'est plus ou moins classifié parce que tout le monde est conscient que celui qui arriverait ou celui qui arrivera à avoir la connaissance réelle de ce qui se passe aurait un avantage par rapport aux autres, hein, c'est clair. Hein. Maintenant, aurait un avantage s'il peut en tirer parti. Si par contre c'est quelque chose qui nous échappe complètement, parce que c'est autre chose, ben là évidemment, le problème est tout à fait différent. Merci pour votre réponse. Et donc moi, j'aurais une dernière question concernant la vague des DROVNI sur les centrales françaises fin 2014, début 2015, donc qui était assez invraisemblable. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet, une théorie à nous partager? Oh ben non, ça c'est clair. Alors ça, le coup des centrales nucléaires, c'est une opération. Alors là, écoutez, c'est une manipulation. Je le dis haut et fort. C'est une manipulation. L'objectif était de démontrer que les centrales nucléaires françaises pouvaient être attaquées et pouvaient ensuite mettre en danger la population qui était autour. Donc, on faisait survoler la centrale par un drone et après on disait, vous vous rendez compte, si ce drone avait été armé, il aurait pu détruire la centrale. Alors, à quoi? La première réponse était de dire, attendez, vous rigolez, parce qu'un drone, il va emporter quoi? Allez, 1 kilo de plastique au maximum. Hein. Bon, sur les toits hein, des centrales nucléaires qui sont calculés pour résister à l'impact d'un Boeing en direct. Bon, donc, il faut être sérieux, ça n'aurait rien changé. Alors, la réponse à ce moment-là des braves gens qui étaient derrière, ça a été de répondre en disant, oui, mais on pourrait attaquer l'eau, c'est-à-dire les réservoirs d'eau. Et à ce moment-là, ça poserait un problème. Alors, c'est vrai que ça posait un problème, mais ça n'a absolument rien à voir avec. C'était un problème de conséquence, mais ça ne mettait pas en cause la centrale elle-même. Mais indiscutablement, il y a eu ça. Alors, ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est qu'au départ, c'était une opération planifiée pour mettre le doute sur la sécurité des centrales françaises, dans le but, bien entendu, de les arrêter, hein, mais que derrière, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a eu des petits malins qui, du coup, ont eu envie de faire la même chose. Et donc, on a eu une multiplication des incidents sur les centrales, hein, la plupart étant des incidents menés avec des petits drones, des tout petits drones, par des gens qui trouvaient drôle d'aller survoler une centrale et de pouvoir montrer qu'ils avaient fait une photo de la centrale avec le drone piloté. Donc, on a eu ça a encore aggravé la situation, mais le résultat était le même.
Non, il n'y a pas eu de drones absolument inconnus qui sont mis en stationnaire dessus, hein, et qui pas du tout. Ok. Merci pour votre réponse. Merci, Najib. Alors, j'avais une question aussi pour Alain. Oui. À moins que vous ayez une expérience directe, effectivement, du phénomène, parce que vous en parlez avec beaucoup d'aplomb. Alors, moi, j'avais quand même envie de vous poser cette question, alors un peu directe, je m'en excuse, mais effectivement, est-ce que vous, à titre personnel, vous avez eu des preuves Pas du tout. Très Pas bien. du, Voilà. pas du tout. Moi, je me suis contenté, si vous voulez, moi, je me suis contenté d'essayer, comme toujours d'ailleurs, hein, c'est du renseignement, hein, c'est d'essayer de comprendre, parce que depuis le début, moi, je me suis dit, si un pays est capable de faire des engins que nous ne pouvons pas contrôler, c'est à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences terribles sur la défense nationale. Donc moi, c'est de là-dessus que c'est parti, si vous voulez, hein. Et donc, j'ai essayé de me renseigner et je me suis aperçu qu'en définitive, ce problème de défense nationale, c'était un problème que la plupart des gens, les militaires en tout cas, voyaient le problème de ce côté-là. Qu'après, il y avait d'autres gens qui voyaient d'autres choses. Alors sur les autres choses, bien entendu, quand on commence à travailler, on s'intéresse. Donc j'ai essayé de comprendre aussi tout ce qui pouvait se passer. J'ai essayé de sortir un peu de mon concept de départ. Mais moi, ma question depuis toujours et qui reste la même, c'est de dire, j'espère qu'un jour, on va comprendre ce que c'est, ne serait-ce que pour être sûr que c'est bienveillant et que ce n'est pas malveillant. Parce que pour Alors, ça n'a jamais attaqué personne. Imaginez si demain, il y avait une attaque contre quelque chose. Alors, justement, c'était la question que je souhaitais vous poser. Alors, je ne sais pas si le réseau, ça va, Alain, vous m'entendez? J'ai l'impression que le réseau, il coupe un petit peu. Ça y est, c'est revenu. C'est bon? Vous m'entendez, moi? Oui, Bon. c'est bon. C'est vrai que justement, j'en profite parce que je vois qu'il y a Christophe dans le fil du chat qui pose une de cette question pertinente. Justement, là, je vais peut-être poser un petit peu plus la question de votre spiritualité, de vos croyances. Vous, qu'est-ce qui vous anime? Et justement, Christophe pose la question, est-ce que ce serait une opportunité ou un danger de savoir si des extraterrestres existent? Vous, profondément, quel est votre avis là-dessus? Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que vous avez sans doute des certitudes aussi sur cette question-là? J'en ai une, ça c'est certain. J'ai une certitude, c'est que nous ne sommes pas. Il s'imaginer que nous sommes uniques, que l'homme est unique dans l'univers, ça me paraît d'une arrogance et d'un manque d'humilité totale. Penser que nous sommes seuls. Si vous voulez, la théorie de l'homme-dieu, hein, des transhumanistes actuels, moi, j'avoue que c'est pas ma tasse de thé, parce que je pense que l'homme, il existe sur Terre, mais nous nous intégrons dans un cosmos, hein, et dans ce cosmos, nous ne sommes presque rien. Donc, et là, du coup, d'ailleurs, se posent d'autres problèmes. C'est-à-dire là qu'on parle de spiritualité, c'est le corps, l'âme et l'esprit, hein, c'est la trilogie. Donc, moi, premier point, d'abord, je ne crois pas. Alors, je ne dis pas qu'il y a des hommes ailleurs. Je dis peut-être, peut-être pas, mais de toute manière, croire qu'on est unique me paraît insensé. Déjà. Bon, le deuxième, c'est si effectivement arrivaient des extraterrestres, le simple fait qu'ils soient capables de venir jusqu'à chez nous ou passer d'un monde à un autre, ou montre qu'ils maîtriseraient des technologies que nous ne maîtriserons pas, donc ils seraient très en avance par rapport à nous. À partir de ce moment-là, quel intérêt ils auraient, effectivement, à partir où ils sont très en avance, quel intérêt ils auraient à être agressifs envers nous? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt à ce qu'ils interviennent d'ailleurs, hein. Si vous êtes très en retard, on est en retard, hein, et donc on boxe pas dans la même catégorie, on n'est pas dans la même zone, hein, voilà. Donc je pense. Alors, est-ce qu'ils peuvent être agressifs? Non, pour le moment, en tout cas, ce qui est frappant, c'est que tous les témoignages, alors quels qu'ils soient, hein, qu'on a depuis toujours dans l'histoire sur des apparitions dans le ciel de choses bizarres, mais jamais il y en a eu qui ont été agressives.
Donc, on ne voit pas pourquoi maintenant, parce que ça changerait, il deviendrait, ça me semble pas sérieux. Donc, je vous dis, et ça revient à ce que je vous disais avant, quand il y a une différence telle de civilisation, en supposant que ça existe, hein, qu'il y a une différence telle de civilisation, il est évident qu'on n'est pas dans la même cour. Hein. Voilà. Alors, sur le plan, par contre, alors, de la spiritualité, si vous voulez, proprement dite, ça, c'est autre chose. Moi, je vais vous dire un truc, ça, vous savez peut-être pas. Moi, vous voyez, bon, j'ai été à Compostelle, j'ai fait Compostelle à pied. Bon, et comme je dis toujours, quand les gens me disent ah, mais alors tu es très croyant pour avoir fait Compostelle, je dis pas du tout. Mais j'étais convaincu que si des milliers et des dizaines de milliers de gens avaient fait ça pendant des siècles, c'est qu'il y avait quelque chose derrière. Et donc, j'ai fait Compostelle tout seul, avec mon sac, pour savoir ce que c'était. Et j'ai compris, j'ai découvert, pour moi, à titre personnel, car c'est vraiment tout à fait personnel, moi j'ai compris en faisant ça, qu'en définitive, ben, par moment, on avait effectivement, on sortait un peu de soi, pour de multiples raisons, on sort de soi et on apprend beaucoup de choses. On s'ouvre à beaucoup de choses, donc on s'ouvre à la spiritualité. Parce que la spiritualité, en définitive, c'est un dépassement de soi-même. C'est oublier son enveloppe mortelle pour aller plus loin. Alors certains vont le dire, il faut faire pour ça une initiation, la renaissance, tout ce que vous voudrez. Oui, pourquoi pas. Il y en a d'autres, les mystiques, qui vont vous dire on se met en réflexion, ou les bouddhistes. Hein. Bon, moi ce que je dis simplement, c'est que je pense que l'être humain, il ne peut pas se contenter d'être un corps et un esprit classique. Il est aussi là pour essayer de réfléchir, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de faire améliorer la société, hein, l'humanité. C'est un devoir de participer à l'amélioration de l'humanité. Chacun a son rôle là-dedans. Et pour ça, ben, il faut acquérir des connaissances, il faut travailler, il faut avancer. Hein, et on n'est pas là uniquement pour bénéficier du plaisir de la vie. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Voilà, voilà comment je l'explique. Merci beaucoup, Alain. De ce que j'entends, vous avez du coup un point de vue plutôt positif sur l'avenir et demain, à quoi va ressembler notre monde demain. C'est vrai que justement, vous parliez du rapport, ce fameux rapport de la CIA. Bon, ils évoquent beaucoup de tensions, des tensions avec des soulèvements qui vont devenir effectivement de plus en plus importantes, des revendications sociales qui vont devenir de plus en plus nombreuses, et puis en même temps les dérèglements écologiques qu'on connaît déjà à l'heure actuelle. Mais bon, de ce que j'entends, vous, finalement, vous avez comme, voilà, vous gardez ce point de vue positif parce que vous rejetez cette idée, effectivement, d'un futur transhumaniste. Et voilà, est-ce que vous pensez que l'homme en lui-même va trouver des solutions pour sortir de ces tensions-là? Parce qu'effectivement, on en a parlé, c'était le début de notre rencontre. Voilà, le monde, en ce moment, il est en train de bouger. Et comment est-ce qu'on s'adapte demain? Oui, mais, si vous voulez, mais le monde a toujours bougé. Le monde a toujours bougé. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne le savait pas. Si vous voulez, la médiatisation fait que la médiatisation et la circulation de l'information, c'est que maintenant, il y a un car qui se renverse en Chine, hein, avec 30 personnes qui sont mortes, et vous le savez 2 heures après à la télévision française. Bon. Il y a simplement 100 ans, il fallait 3 mois pour le savoir. Et encore. Et au bout de 3 mois, on s'apercevait que ça n'avait aucune importance. Parce que là aussi, le temps qui passe vous donne un peu la dimension des choses. Nous vivons dans un monde très, très dur parce que nous le créons nous-mêmes très dur par tous les échanges que nous avons. Hein. Regardez l'insécurité, par exemple, aujourd'hui. Tout le monde parle d'insécurité. On oublie qu'au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, traverser dans Paris par les ponts la nuit, hein, le Pont Neuf et les autres, traverser la nuit, c'était se mettre en danger de mort, parce qu'on se faisait attaquer sur les ponts. Relisez l'époque, hein, regardez sous Louis XVI, sous Louis XV et autres, c'était un vrai danger de traverser la nuit. Hein. Bon, aujourd'hui, donc on peut traverser là, mais il y a d'autres problèmes ailleurs, et on les sait tout de suite, et on en parle beaucoup. Donc je pense on a la médiatisation, si vous voulez, et la circulation de l'information fait que on s'est créé des problèmes, on se déstabilise tout seul par les problèmes qu'on entend.
Et les médias ont un rôle là-dedans, à mon avis, qui pose un vrai problème. Parce qu'on ne reste pas sur les… On fait passer, je dirais, on ne reste pas sur l'essentiel. Hein. Au contraire, on part dans le particulier et on se goinfre de particulier au lieu de rester sur l'essentiel. Alors évidemment, c'est difficile d'y trouver sa voie, c'est difficile de chercher, c'est difficile de savoir où on va aller, hein, parce que quand vous êtes en permanence tiraillé par des choses sans importance et sans intérêt, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas vous consacrer à autre chose. Et je crois que l'homme, au contraire, a besoin de temps de réflexion, qui est de plus en plus difficile à atteindre aujourd'hui. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de méditer, et c'est comme ça qu'il progresse. Hein. D'ailleurs, quand on prend, que ce soit les ermites, que ce soit les moines, que ce soit les lamas tibétains ou autres, qui sont des gens d'une grande spiritualité, ce sont tous des gens qui prennent le temps de réfléchir et le temps de méditer. Donc nous, on ne le fait pas parce qu'on est pris dans le maelstrom, et du même coup, on n'est pas bon. On n'est pas bon parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Donc oui, moi je pense que la spiritualité, c'est quelque chose, c'est un effort sur soi-même, parce que dans le monde moderne, c'est un effort sur soi-même pour arriver à se créer une spiritualité, à travailler sur sa propre spiritualité pour la développer et la mettre en résonance avec d'autres. Alors, le monde actuel, il est comme il est. Hein, et on a toujours eu des mondes, il y a toujours eu des problèmes dans le monde, il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des oppositions, donc il est comme il est. Ce qu'il y a simplement, c'est que aujourd'hui, ce qui me semble, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel, ces derniers 100 ans, hein, on a privilégié on a privilégié le matérialisme, et le summum de ça, si vous voulez, c'est le transhumaniste, où en définitive, dans le transhumanisme, on vous dit, maintenant, il n'y a pas de problème, on vous changera tout ce qui ne va pas, donc vous pourrez vivre à perpétuité. Je n'ai pas dit éternellement, hein, j'ai dit à perpétuité. Hein, vous pourrez vivre à perpétuité, ça sera formidable. On vous branchera sur des machines, donc vous serez plus intelligent. Et pour moi, c'est la négation de tout. Pourquoi ? Parce que dans ce monde-là, il y a ceux qui bénéficieront de ça et il y a les autres qui n'en bénéficieront pas. C'est-à-dire que ça sera un monde avec des élites connectées et des esclaves qui deviendront des clones. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'accepter. Donc, le progrès à tout prix, à un moment, il faut arrêter et il faut dire l'homme est un homme avec ses qualités et ses défauts. Bon, on s'améliore, on meurt moins vite, on peut réfléchir plus longtemps, très bien, mais soyons sérieux. Hein. L'homme ne sera jamais, ne peut pas être l'égal d'un Dieu, quel qu'il soit, qu'on l'appelle comme on voudra, un principe créateur, Dieu ou comme vous voudrez. Hein. On ne peut pas être comme ça parce que, justement, si on rentre dans ce système-là, nous ne sommes plus. Nous sommes en réalité, il y a une petite élite hyper connectée et dans lequel c'est la machine qui prendra plus d'importance que l'individu. Et là, ça va encore plus loin. Donc, si on pousse encore la réflexion plus loin, c'est pire. Donc, ce n'est pas une solution. La solution, par contre, c'est de continuer à vivre et on peut vivre très bien à condition de régler un certain nombre de problèmes et en particulier, ça c'est les droits et devoirs de l'humanité, parce que je pense qu'on a des droits et des devoirs, hein, c'est de faire attention, de léguer à nos enfants, nos petits-enfants et autres, un monde qui soit acceptable et non pas un monde qui est en train de se polluer au fur et à mesure, hein, et ça c'est très grave. Merci beaucoup, Alain. Moi, j'ai fini pour les questions que je souhaitais vous poser ce soir. Je crois qu'il y en a eu quand même un certain nombre dans le chat. Najib, est-ce que tu souhaites peut-être donner la parole pour les quelques minutes qui nous restent? Je vais donner la parole éventuellement à Dominique Filleul. Je ne sais pas si Dominique, tu veux intervenir. Ce n'était pas oui. prévu, mais pourquoi pas. Hein. Dominique, est-ce que tu es partant? Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Bonsoir, je te Alain. dépourvu un petit peu, hein, désolé. Oui, bonjour Bonsoir, Dominique. bonsoir tout le monde. Merci beaucoup hein, pour cette belle émission. C'était vraiment très, très sympathique, très agréable. Oui, moi j'avais une question pour Alain, parce que je ne lui avais pas posé à l'époque, et il s'est passé beaucoup de choses à ce sujet récemment, notamment avec la sortie du livre de Jacques Vallée, qui fait état
d'un crash à Trinity Site, donc sur le lieu où ils ont testé la première bombe nucléaire en 1945. Et donc, il fait état d'un crash d'OVNI qui aurait été récupéré donc, par l'armée américaine, comme ce qui se serait passé à Roswell, et comme aussi il se serait passé à Aztec, comme on a pu le voir récemment dans un reportage australien très bien fait par Ross Coulthart. Et je voulais avoir votre avis à ce sujet. Alors moi, je suis dubitatif. Je suis dubitatif parce que cette histoire de crash, si vous voulez, j'ai toujours en tête cette histoire de Roswell, hein, dans lesquelles en définitive, on a fantasmé pendant des années sur à la fois le pilote de l'engin et sur la soucoupe elle-même. Je crois que le problème, il est très compliqué parce que d'un côté, c'est vrai que pour les militaires, tout le monde, mais pour tout le monde, tout chercheur rêverait d'avoir un morceau d'un ovni pour voir avec quel alliage, avec quels métaux ils arrivent à faire ça. Parce qu'il y a forcément, là aussi, il y a des trucs. Il y a des choses, il y a des bons, et sur lesquels on apprendrait plein de choses par. Mais justement, j'arrive pas à croire que les Américains ou d'autres auraient trouvé des restes d'OVNI et n'auraient pas exploité ça dans leur domaine militaire. Je ne peux pas y croire. Or, on sait que tout ce qui est utilisé aujourd'hui comme matériel est un matériel qui est identifié parfaitement. Les composants, si vous voulez, sont parfaitement identifiés. Donc là, il y a quelque chose. Donc, ça, si vous voulez, ça m'étonne. Je ne dis pas que c'est impossible. Moi, par essence, je ne crois jamais à rien. Rien n'est impossible. Simplement, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui interpellent. Et le premier pour moi, c'est s'ils ont vraiment trouvé quelque chose, comment se fait-il qu'on n'ait pas eu, sous une forme ou sous une autre, des informations sur la composition du revêtement ou du métal utilisé? Parce que ça c'est une chose, on aurait forcément eu des informations là-dessus, sous une forme ou sous une autre. Or, on n'en a aucune. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut, Dominique, c'est clair. Attends, peut-être aussi que je dis une grosse bêtise et que demain, justement, on nous dira, écoutez, peut-être que dans le rapport du Congrès, ils diront, écoutez, on a des éléments, en voilà un, on a trouvé, et voilà ce qu'il y a dedans. C'est un mélange de ça et ça. Alors là, très bien. Mais ils seront très forts ils seront vraiment très forts parce que pour l'avoir caché si longtemps, je serais admiratif.